bienvenue dans cette rencontre hors du commun. Ce soir, nous allons parler d'un personnage qui a marqué sûrement dans les années 80 et 90 tous les chercheurs de vérité passionnés par l'Égypte, qui a peut-être été le précurseur de la fameuse révélation des pyramides de Pouillard et Grimaud. Il s'agit de Guy Mouni. Et pour nous parler de Guy Mouni, eh bien, j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un que vous avez bien déjà rencontré sur Miasme TV lors de deux anciennes rencontres hors du commun sur François Ier et sur l'héritage des rois. Il s'agit de Didier Colac. Bonsoir Didier. Bonsoir Antoine. Alors, il y aura beaucoup de choses à dire sur Guy Mouni, mais si tu veux déjà nous le présenter en quelques mots. C'est quelqu'un qui en fait s'est mis à l'étude vraiment en autodidacte sur des sujets parallèles assez tard dans sa vie, puisqu'il a commencé à 59 ans. Mais auparavant, il avait eu une carrière, une insertion dans la société qui était plutôt bien remplie, quoi. Parce que donc il était colonel dans l'armée de l'air. C'était un colonel de réserve. Il avait appartenu aussi donc dans l'armée, quoi. Il avait participé au 5e bureau, ce qui correspond à l'action psychologique. Il admettait qu'il avait pour ami le comte de Maranche, qui a été un temps le directeur du SDEC, qui est devenu aujourd'hui la DGSE. Donc c'est un petit peu un service de contre-espionnage, d'information extérieure. Donc voilà, bon, auparavant aussi, il avait travaillé pour des boîtes de champagne, il avait travaillé pour le journal L'Union. Et donc il a occupé en quelque sorte sa retraite, voilà, en laissant libre cours à sa passion pour les sujets vraiment hors normes, quoi, des sujets un peu ésotériques. Mmh. Effectivement, à Reims, parce qu'il habitait près de Reims, moi aussi. Donc dès que son premier livre en association avec Guy Gruet est sorti, le grand secret des pyramides de Gizeh, eh bien je lui ai téléphoné, on a sympathisé, voilà. Il y avait aussi sur Reims une revue, effectivement la revue Sentinelle, qui parlait d'ufologie et aussi d'histoires mystérieuses. Et voilà, il y avait eu une rencontre comme ça de personnes vraiment intéressantes. On publiait des articles, on se fréquentait. Et il y avait à l'époque une ambiance assez sympa. Mmh. Ça, c'était début des années 90. Donc lui, Guy Mouni, il est né en 1930, donc il avait voilà, tout juste 60 ans, une soixantaine d'années. Toi, tu avais quel âge à cette époque-là? À cette époque-là, c'était... moi, je suis né en 60. Donc voilà, aux environs de 90, j'avais 30 ans, quoi, quelques. D'accord, ouais, donc tu étais un jeune padawan. Parce que j'ai l'impression dans l'article que j'avais lu à l'époque que tu as presque eu des relations, tu vois, j'emploie les termes de padawan, mais d'enseignant, de maître à penser avec Guy. Tu as eu des relations très proches, c'est ça, avec lui? Si tu veux, Guy était quelqu'un de très mature, quoi, une personnalité très très forte, hein. Donc et de mon côté, j'avais commencé mes découvertes, quoi, sur les châteaux de François Ier. Et en fait, il y a eu spontanément, quoi, une amitié qui est née. Et voilà, c'est-à-dire que Guy a été pour moi un petit peu un second père, quoi. Il a vraiment été paternel. Il avait plus l'expérience de la société que moi. Et donc voilà, je pense qu'on y trouvait chacun notre compte, quoi, en se fréquentant, en discutant des sujets qui nous intéressaient et qui se rejoignaient. Alors donc, comme tu l'as annoncé, les premiers livres de Guy, finalement, étaient sur les mystères de l'Égypte. Alors je crois même qu'il en a fait un tout premier, je ne sais pas s'il est vraiment sorti à beaucoup d'exemplaires, qui était plus un opuscule de recherche. Ça, son premier travail, en fait, c'était un petit opuscule de quelques dizaines de pages. Et il se posait les questions, quoi. Il se demandait pourquoi la croix ancée égyptienne, le ankh,
pourquoi est-ce qu'il est là, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire. D'autres hiéroglyphes, ils sont mystérieux, ce sont les signes dits magiques. Et en fait, personne n'en parlait jamais. Et lui, se questionnait. Et donc, le prieuré de Sion, je le vois ici, la géométrie, le tarot, voilà, il avait tout un questionnement ésotérique. Et en fait, il n'avait pas de lui-même toutes les réponses. Et il a eu aussi la chance de rencontrer un personnage qui s'appelle Guy Gruet, et qui, lui, avait certaines réponses. Et en fait, ils ont tous les deux travaillé à mettre sur pied, comme ça, un faisceau de découvertes vraiment passionnant, quoi, et révolutionnaire. Donc, voilà. Et donc, ça a débouché sur la sortie de ce livre, hein, le grand secret des pyramides de Gizeh, qui était sorti aux éditions du Rocher. Voilà. Et donc, à cette époque-là, donc, mettons, c'était en 92, la révélation des pyramides n'existait pas, hein. Et ils ont établi comme ça toute la géométrie, quoi, qui sous-tend les implantations des pyramides de Gizeh et du Grand Sphinx. Donc c'était une approche très précise, très développée, que personne n'avait entrevue avant. Il me semble même qu'en 1992, Georges Vermar, qui lui aussi travaille sur la géométrie des pyramides depuis très longtemps, il me semble qu'il n'avait pas sorti encore un bouquin. Il me semble. Il me semble qu'il allait le faire quelques années plus tard. Alors, si on rentre dans le vif du sujet, donc les deux Guy finalement étaient passionnés d'égyptologie et d'histoires mystérieuses autour de cette égyptologie. Ils ont été les précurseurs, en définitive, à toutes ces recherches qui vont peut-être amener un jour à voir apparaître la révélation des pyramides. Alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Sur quoi précisément portait l'objet de leur recherche et quelles ont été leurs grandes découvertes? En fait, ils ont donc retrouvé la géométrie, hein, des grandes pyramides. Ce qui les a été, ils ont découvert les plans de salles sur le plateau de Gizeh, en dessous, en sous-sol, qui ne sont pas encore découvertes. Ou voilà. Et donc, on peut passer quelques vues pour expliquer cela. Et en parallèle de découvrir des salles cachées que les gens, enfin, qui ne sont pas à ce jour encore, en 2018, soit révélées, soit réellement connues. Eh bien, ils avaient accompli un certain travail qui indiquait en fait quoi était caché, ce qu'on pourrait découvrir dans ces fameuses salles secrètes. Voilà. Et si tu montres la première image... Oui, sur cette image, c'est une vue d'ensemble du plateau et de la symétrie à Gizeh. C'est-à-dire qu'ici, on peut voir sur la gauche les trois grandes pyramides de Gizeh, hein, à savoir celle dite de Khéops, un petit peu arbitrairement, hein, de Képhren, et la plus petite de Mykérinos. Et en fait, c'est Guy Gruet, quoi, qui apportait le travail de géométrie. Et donc, il faisait suite au questionnement de Guy Mouni, et ensuite, c'est Mouni qui écrivait les bouquins. Et donc, il fonctionnait comme ça, en binôme, en tandem, comme il disait, et se complétait très bien. Ça a duré quelques années, jusqu'à ce que le tandem se dissocie, peut-être parce qu'ils avaient atteint un tel niveau, quoi, de travail en commun, quoi, que finalement, ça pouvait peut-être pas durer éternellement. Et donc, si je reviens à la figure, eh bien, voilà, les deux Guy avaient vu qu'on pouvait créer une duplication, une symétrie sur le plateau de Gizeh. On répercute sur la droite les pyramides de Képhren et de Mykérinos. À ce moment-là, on obtient un triangle qui passe par le sommet de Mykérinos et qui va passer par la tête du Sphinx. Ce triangle est le même au niveau des proportions que celui de la grande pyramide dite de Khéops. C'est un agrandissement d'exactement 5 fois. Hein, au passage, on retrouve cette figure-là dans le film La Révélation des pyramides.
il faut savoir que Jacques Grimaud était en contact avec Guy Mouni. Et c'est vrai qu'il lui a apporté certaines choses. Donc ça c'est un petit peu la figure de base de la géométrie Gruet-Mouni. Et voilà, à partir de là, on peut voir la suite dans l'image suivante. Alors, sur cette figure, les galeries et les salles de la pyramide de Khéops, décalées de 14 coudées, se projettent exactement à l'échelle 5 en profondeur et en surface sur le triangle de Gizeh. Voilà, c'est-à-dire que bon, dans la grande pyramide, il y a évidemment des couloirs et deux salles énigmatiques dont on ne sait pas très bien à quoi ça peut servir. On n'a jamais trouvé de tombeau. Et en fait, on s'aperçoit que le triangle de coupe de cette pyramide, lorsqu'il tombe sur le grand triangle, lorsqu'il est agrandi 5 fois, eh bien, il donne, d'après cette théorie, le plan des salles qui sont dans le sous-sol de Gizeh. Hein, et donc le décalage avec la symétrie dans la pyramide donne aussi la profondeur de ces salles. Et on arrive ainsi à la vue suivante. Alors il faut savoir que j'étais allé parce que j'étais allé à Paris voir Guy Gruet. Et donc j'avais un petit peu sympathisé avec lui. Bon, j'ai vu les grands plans qu'il utilisait, les grandes feuilles. Voilà. Et on peut voir maintenant que les salles sont suggérées, sont dessinées au milieu des pyramides, quoi, et des pyramides fictives. Voilà, c'est la découverte en quelque sorte essentielle concernant le plateau de Gizeh, de Gruet et Mouni. Et donc il y a eu à partir de là toute une géométrie qui s'est développée, déployée, et qui corroborait quoi l'idée de procéder ainsi, hein, de faire tomber la coupe de Khéops, de l'agrandir 5 fois, et on obtenait les fameuses salles en sous-sol. Est-ce que tu as une idée de pourquoi 5 fois et pas 4 fois ou 8 fois? C'est peut-être parce que le nombre 5 est associé au nombre d'or, qui est égal à racine de 5 plus 1, divisé par 2. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que ils sont partis en fait on pourrait dire de pas grand chose, quoi. Et ils ont développé ainsi toute une géométrie très précise qui se corroborait de figure en figure. Il y a vraiment eu, on ne le verra pas, mais des figures extrêmement complexes avec des pointillés, des traits partout. Bon, c'était en tout cas une hypothèse très très étayée. Et on peut noter aussi qu'un certain scientifique qui devait s'appeler Bréhamé, Lionel Bréhamé, il me semble, lui avait contrôlé le travail des deux Guy. Il avait conclu que ça se tenait, quoi, que les conclusions étaient bonnes, quoi, que c'était cohérent. Hein, c'est quand même intéressant. Parce que c'était pas simple pour les deux Guy de rallier des gens diplômés, des scientifiques, hein, qui évidemment le prenaient de haut. Voilà. Pardon. Guy Mouni envoyait des courriers un peu à tout le monde. Il essayait de contacter les revues Science et Vie, Science et Avenir, tous les gens diplômés possibles, même des politiques, etc. Et bien souvent, on ne lui répondait pas. Hein, ça restait lettres mortes, quoi. Oui, et puis ces calculs, il les faisait à partir d'une carte IGN ou quelque chose de similaire, je suppose, parce qu'on rappelle qu'à l'époque, pour les plus jeunes, Google Earth, ça n'existait pas. C'est ça, et en fait, on peut même dire que le plan du plateau de Gizeh n'existait pas, quoi, hein, parce que la vue satellite n'était pas disponible. Voilà. Et en fait, Gruet avait retrouvé le plan, quoi, des pyramides. Voilà. Et lorsque la vue satellite est arrivée, ça devait être en 2006 ou en 2006, il me semble, Guy Mouni m'a montré qu'un de ses lecteurs avait s'était amusé, quoi, à mettre en duplicata, quoi, À superposer, oui. superposer
la vue satellite avec les figures de géométrie. Et ça marchait bien, quoi. Et quand tu dis qu'il a trouvé la carte, tu sais où est-ce qu'il l'a trouvée? Ça a été tout bêtement au musée du Caire, j'en sais rien, ou Non, c'est-à-dire que voilà, il y avait un petit peu un mystère Gruet, il me semble, qui lui apportait les concepts de géométrie, hein, suite au questionnement de Guy Mouni. Gruet y répondait. Et en fait, Guy Gruet faisait un petit peu mystère de la façon dont il arrivait à se procurer ces figures. Voilà. Il y avait une sorte de, je pense qu'il était un peu inspiré, voilà, par une certaine source. Où il y avait quelque chose d'un peu mystérieux. Mhm. Cette figure-là, donc on voit le grand sphinx, hein, qui est devant en quelque sorte la pyramide dite de Képhren. Et donc ce sont ici les couloirs et les salles de la pyramide de Képhren qui sont agrandis et dupliqués, mais en se retournant, quoi. C'est-à-dire le plan se retourne et on obtient les couloirs et la pyramide qui seraient cachés sous le sphinx. Là, c'est donc le deuxième emplacement. Alors moi ça me passionnait parce que euh, bien j'avais lu bien sûr les prophéties, quoi, du médium américain Case ou Edgar Case ou Casey, qui disait justement que le plateau de Gizeh avait été construit par les Atlantes, hein, avant que l'Atlantide ne disparaisse dans les eaux. Et que donc il y avait quelque part caché près du Sphinx la fameuse salle des archives, les records. À noter aussi que records, ça peut correspondre à des disques, hein. Voilà, et donc en fait les travaux de Gruet et Mouni donnaient une concrétisation, quoi, aux assertions de Case. Ça fonctionnait vraiment en parallèle, et ça me plaisait, moi, personnellement, beaucoup. D'accord. Alors que j'essaye de comprendre un petit peu le schéma là avec toi. Donc on a le couloir à l'intérieur qui correspond aux galeries dans la pyramide. Alors c'est dans la pyramide de Képhren ou de Khéops? De Képhren. De Képhren, d'accord. Que finalement tu projettes. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont fait une projection comme ça? Tu vas peut-être pouvoir nous l'expliquer. Donc la projection, elle est symétrique par rapport à un axe central qui est un petit peu décalé. Voilà. Et ce canal du puits numéro 2, il existe vraiment? Parce que là, il y a la forme d'une pyramide ici sur la droite, à la droite du sphinx. Il y a un pyramidion ici? Il y a quelque chose ou... Ce qu'il faut voir, c'est que, tu vois, dans ce bouquin, en fait, il y a des figures, je ne sais pas si on va les voir peut-être là un petit peu. C'est rapidement très complexe, hein. Ça aboutit à des dessins géométriques sophistiqués. D'accord. Donc ça se développe au fur et à mesure, on peut suivre. Moi j'avais lu ça attentivement il y a 25 ans. Bon, j'ai un petit peu oublié les détails. Voilà, et donc là je voulais montrer dans notre émission là l'essentiel, quoi. Vous comprenez, c'est très important, quoi, même si on passe les détails, parce que si dans le futur on retrouve effectivement dans le sous-sol de Gizeh ces fameuses salles, que ces salles coïncident à l'agrandissement des structures qui sont dans la pyramide de Khéops, agrandie 5 fois, il y aura forcément quelqu'un qui va dire, ah ben ouais, il y a 2 Français qui l'avaient dit, hein, qui avaient déjà compris ça, quoi. Donc c'est tout l'importance de leur travail qui peut très bien fructifier dans le futur. D'accord. En tout cas, l'une des premières découvertes, effectivement, de ces deux messieurs, ce serait qu'il y a effectivement des couloirs souterrains secrets en dessous du sphinx qui aboutiraient sur la gauche du sphinx, on va dire. Oui, c'est ça, voilà. Okay. Et donc, ça corrobore, quoi, l'affirmation du médium Case, qui est un voyant extraordinaire, hein. Il y a très peu de voyance à ce niveau-là de qualité, quoi. Et donc, lui, il avait dit, oui, il y a un accès
à une pyramide cachée à partir d'une des pattes du sphinx. Et donc la fameuse pyramide, elle contient les archives de l'Atlantide. D'accord. Alors, figure suivante, là on arrive sur le diagramme d'un sceau construit à partir des pyramides et de leurs projections. Donc le sceau final, les trois pyramides sont réunies par leur angle. Le pivot axe du sphinx relie le ciel et la terre à la terre. Qui ouvrira ce sceau pour pénétrer dans le Saint des Saints par la connaissance de ses mystères? Alors qui? Oui. Ce n'est pas forcément simple parce que lorsqu'on fait un travail comme celui-ci, eh bien, on n'est pas reconnu par les gens qui sont diplômés, par les gens qui en principe devraient booster le savoir, les innovations, les découvertes. Mais non, justement, ces gens-là, ils se gardent bien de prendre parti, ils ignorent superbement des résultats comme cela. Ouais. Tout à fait. Bon, donc en tout cas, si on veut en savoir plus sur ces schémas et sur la façon dont ils ont construit leurs schémas, il faut donc se reporter aux premiers ouvrages de Guy et de Guy. Le premier bouquin, en fait, est ressorti quelques années après, sous cette couverture-là, avec laquelle il est certainement disponible encore aujourd'hui. Je voulais dire un mot, tant que j'y pense encore, je voulais dire encore un mot sur Jacques Grimaud. Mm-hmm. Parce que Jacques avait dit dans une vidéo qu'il appartenait plus ou moins à un service de renseignement. Donc on s'était un petit peu moqué de lui en disant mais non, il dit n'importe quoi, il affabule. Et en fait, je me souviens quand même que Guy Claude m'avait dit que Jacques connaissait énormément de choses. Et donc il disait oui, le grand Jacques, c'est le grand Jacques. Enfin, il faisait un petit mystère. Voilà. Et du fait que Guy Mouni, lui, avait été proche au minimum, je n'ai pas tous les détails évidemment du SDEC. Donc il est bien possible aussi que Jacques Grimaud appartenait aussi effectivement à une structure secrète comme celle-là. C'est pas du tout impossible. Donc tu disais que Guy faisait partie du SDEC. C'est quoi le SDEC? C'est-à-dire que le SDEC était un organisme qui n'existe plus. C'était le service de documentation extérieure et de contre-espionnage. Il a été remplacé par la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure. Voilà. Et voilà, donc il n'est pas impossible du tout que Grimaud aussi ait appartenu à cette structure. Voilà. Puisque oui, on faisait un petit peu, et lui, il disait, lui, c'est Jacques Grimaud, bon, alors. Donc voilà. D'accord. Parce que ça aurait pu être aussi, mais là on part peut-être dans des sujets où on n'a aucune preuve, aucun contexte, rien. Est-ce qu'il n'y a pas des sociétés secrètes qui... C'est quand même intéressant parce que du fait que Guy Mouni était en contact amicalement avec le comte de Maranche, directeur du SDEC, eh bien, il ne serait pas surprenant que Guy ait appris là certaines choses et soit entré en contact avec certaines réalités secrètes. D'où peut-être après la vocation de révélation, sa vocation d'ésotériste qui est venue en fin de carrière, où il éprouvait le besoin d'essayer d'aider les gens à comprendre certaines choses, parce que lui en savait beaucoup plus. Voilà. Mm-hmm. Donc j'avais souvent l'impression, en fréquentant Guy Mouni, et comme on habitait très près l'un de l'autre, eh bien on s'est vu beaucoup et tout, et j'avais l'impression en fait qu'il ne disait pas tout ce qu'il connaissait, mais qu'il en disait qu'une partie, ce qui éventuellement il avait le droit de dire. D'accord. Il s'est lancé, à mon avis, dans ce travail, c'est parce que il savait bien, dans son fort intérieur, il savait bien qu'il y avait des réalités, que tout ça c'était vrai, quoi. Et donc il cherchait à partager, c'est une façon de partager ce qu'il pouvait partager. Ah ouais, je comprends bien. Alors, si on revient sur les travaux de Guy, tu voulais nous parler de la diode, la fameuse diode qui ressemble à l'ankh égyptien. Oui, c'est-à-dire que parce que le ankh, la fameuse croix ancée, à savoir une boucle avec en dessous
les trois branches d'une croix. Eh bien, ce motif, ce hiéroglyphe, appartient au hiéroglyphe dit magique. Donc, c'est-à-dire que les quelques milliers de hiéroglyphes ordinaires, quoi, eh bien, ils ont un modèle. Ça va être un insecte, un animal, un être humain, un objet qui existe dans le monde extérieur. Mais il y a une vingtaine de signes magiques qui paraissent inventés. Et Guy Mooney s'était vraiment intéressé à ça. Il s'était dit, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Et quand il a rencontré Guy Gruet, qui avait certainement lu son opuscule, Gruet qui avait des connaissances assez poussées en photo, puisque il avait été directeur général de IBM, de la boîte IBM Europe, du service photo. Hein. Voilà. Et Gruet dit, mais ouais, c'est bien sûr ces hiéroglyphes-là, ce sont ils symbolisent, ils codent en fait des éléments de la chaîne électromagnétique. Et à ce jeu-là, le Ankh, la croix ancée, elle peut être très facilement perçue comme une diode. Et alors, ce qui est marrant quand on regarde ce schéma, effectivement sur la partie de droite, là où il y a la diode, avant, en amont de la diode, c'est l'anode, la diode c'est la partie neutre, et en dessous c'est la cathode, qu'on n'écrit pas avec un C, parce que le C est réservé, mais qu'on utilise avec un K. Donc déjà, on pourrait presque lire Ankh sur le schéma. Et oui, c'est très bizarre que le schéma technique d'un circuit électrique au niveau de la diode, ça fait ANK, l'anode, la cathode et puis le neutre, si je ne me trompe pas. Oui, ça reste énigmatique. Et donc voilà le Ankh qui avait auquel Guy Mooney avait consacré son premier opuscule. Bon, il m'avait donné d'ailleurs pratiquement le dernier exemplaire, et après il se plaignait de ne plus en avoir. Hein, et le voici. Eh bien, voilà, il y a une vingtaine de hiéroglyphes magiques qui en fait représentent des éléments électromagnétiques. Alors ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que les Égyptiens maîtrisaient l'électricité. On se souvient tous de cette image sur un des bas-reliefs qui est torsadé comme ça avec une espèce de faisceau, où ça donne vraiment l'impression que c'est une torche électrique. Et c'est ça, il y a cette fameuse ampoule hein, sur un bas-relief égyptien. On voit deux personnes qui manipulent une très grande ampoule. C'est ça dont tu parles, non? Parce que les deux Guy avaient déjà montré à leur époque cette image-là. Voilà, et bien sûr, on l'a beaucoup montré plus récemment, quoi. Donc ça veut, d'après les deux Guy, ça voulait dire que les Égyptiens connaissaient, en fait, avaient une connaissance du matériel électrique, non pas qu'ils l'utilisaient réellement, mais qu'il pouvait y avoir un accès, quoi, de par une sorte de dépôt qui aurait été fait quelque part, notamment sous le plateau de Gizeh, et qui serait provenu d'une civilisation soit antérieure, du type Atlantide. L'Atlantide, à ce moment-là, aurait développé une technologie très sophistiquée, et les Égyptiens en auraient eu une certaine connaissance, même si ils ne savaient pas l'utiliser, ils ne savaient pas trop quoi en faire et tout. Donc ils auraient codé la chose sous forme de magie, voilà. Et cette connaissance aussi, d'après les deux Guy, pouvait provenir aussi d'une civilisation extérieure. Oui, extérieure à la planète. Alors, il n'y a pas que cette histoire d'Ankh qui fait penser à du matériel électrique. On a aussi cette bobine, en tout cas ce dessin de Bobino. Alors moi, quand je l'ai vu, je me suis dit, tiens, un sapin de Noël, mais non, c'est pas ça. Oui, ça pourrait faire aussi un sapin de Noël, avec une guirlande qui s'enroulait autour. C'est ça. Mais bon, a priori, non, il n'y a pas de sapin quand même en Égypte ancienne. Donc là, ça représenterait quoi pour... Voilà le bobino égyptien, hein, dans lequel on peut tout à fait retrouver la bobine contemporaine, quoi. Donc on voit par exemple, il y a les deux fils qui dépassent, quoi, les deux extrémités.
Mhm. Donc c'est un indice de plus que la piste des éléments électriques est bonne. Alors, il y en a un autre, hein, c'est le tiet, que je connaissais pas, ou le nœud isiatique. Alors, je découvre, hein. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un autre hiéroglyphe du même genre, quoi, qui n'existe pas dans la nature, que les égyptologues qualifient de magique. Et c'est magique parce que ça représente, ça symbolise en fait un petit matériel qui permet au courant électrique de fonctionner, quoi, et de passer. Et donc ici, le tiet ou le nœud isiatique, voilà, il évoque tout à fait la bobine d'oscillation. Je ne suis pas spécialiste en fait en circuit électrique, mais voilà, quoi. Mhm. Il faut savoir que en fait les De Guy avaient commencé par ce travail-là, avant de décrypter la géométrie du plateau de Gizeh. Simplement, ils n'ont pas réussi à publier le bouquin, quoi. Personne ne voulait réellement sortir ça. Peut-être ça, c'était tellement en avance sur l'époque, voilà. Et pourtant, le fameuse édition du Rocher à l'époque, hein, c'est les éditions du Rocher qui sortaient les livres ésotériques vraiment intéressants et avec une large diffusion. Eh bien, il n'a pas voulu, quoi. Et Mouni, en fait, se demandait vraiment pourquoi, etc. Et Mhm. donc, les Logis avaient finalement trouvé un petit éditeur au bout d'un certain temps. Mais ça a été quand même au bout de quelques années, après avoir sorti 3 bouquins aux éditions du Rocher. Voilà, ça a été le grand secret du signe de vie, voilà, qui évoquait ce dont on parle là maintenant, à savoir que il y a des hiéroglyphes qui évoquent tout à fait des éléments électriques. D'accord. C'est à quelle édition? Bon, c'était le plus petit éditeur possible à l'époque, si on veut, c'était Mézarec, qui d'ailleurs a fermé sa boîte très peu de temps après. On peut noter au passage, parce que ça, beaucoup de gens ne le savent pas forcément, quoi. Euh, quand on fait ce genre de travail, quoi, de découverte, en fait, il n'y a pas tant de portes que ça qui s'ouvrent. Et, les grands éditeurs, évidemment, ne veulent pas publier ce genre de livres, parce que c'est trop en dehors des livres à succès. Les éditeurs aussi ressentent qu'il y a une sorte de tabou, là, de trucs donc, qui est un peu mystérieux, d'avant-garde, et ils n'ont pas envie, quoi, de se compromettre avec ça. Ils risquent aussi des ventes moindres, hein, puisque le sujet n'est pas encore connu. Alors Ah, que il faut- justement, alors que Mhm. justement on compterait sur eux pour faire connaître ces sujets-là plus. Alors là, dans ce livre, du coup, il nous dresse tout un tas de rapprochements entre des signes, des hiéroglyphes et des composantes électromagnétiques. Donc, tu en as parlé, il y avait le tiet, il y a le sa, qui est le signe magique de protection et qui ressemble du coup à une bobine fixe d'accord réception protégée. Et là, je me dis, mais je suis vraiment nul dans ce domaine-là. Je découvre complètement. Qu'est-ce qu'on a qui va plus nous parler Oui, ça c'est une figure qu'ils avaient mis à la fin du bouquin. Et il récapitulait en fait les signes magiques. Bon, là il y a que le début, hein, il y a une autre page aussi où il y en a encore une bordée. On peut regarder par exemple l'avant-dernier, hein, le WAS. le WAS, le bâton de commandement, sceptre de conquête et de domination, qui ressemble à un micro à quartz. Voilà, ça fait tout à fait une sorte de micro qui serait au bout d'une perche, Mhm. le micro à quartz. Et juste après, je crois que j'ai inséré une image où on voit vraiment d'ailleurs une illustration très très claire de la chose, quoi. Ah oui, il se fait interviewer. Ouais, on voit le dieu Thoth, hein, qui a apporté aux hommes la connaissance, les différents savoirs, l'hermétisme et tout ça, quoi. Connaissance cachée. Et justement, lui tient en main un micro, une perche. Il interview une espèce de pharaon là qui est assis. Mhm. Donc, oui, tant que j'y pense, voilà. Donc après, j'ai tous les bouquins possibles sous le coude. Lorsque les deux Guy se sont fâchés, quoi. Voilà, chacun est parti de son côté et la collaboration s'est malheureusement arrêtée.
Et bien Guy a refait quoi, une version de cette histoire de l'encre qui est la diode, etc. Et voilà, ça a été l'encre. Donc l'encre est l'incroyable technologie cachée des Égyptiens. Quel éditeur, là? Alors là, c'était les trois spirales. Et donc, attention, là, je suis un personnage qui est très très important parce que Guy m'avait demandé quel sous-titre je choisirais. Et donc, moi, je voulais quelque chose d'assez percutant et tout. Je lui ai dit, voilà, l'incroyable technologie cachée des Égyptiens. Et il a retenu ce sous-titre, le mien. Waouh. Il faut savoir que c'était assez folklorique aussi, les relations avec les éditeurs. Ça se passait pas toujours bien. Guy pourtant, était très très humble. Guy Bouni était très humble. Il avait un caractère accommodant et tout ça. Mais les relations, vraiment, il fallait une diplomatie colossale quoi, pour arriver à une harmonie, on va dire, avec un éditeur. Alors, parmi les photos que tu m'as envoyées, tu y as intégré l'un des plus célèbres palimpsestes que l'on connaisse, en tout cas, on va dire, dans notre milieu. C'est celui-ci qui représente, oui, on voit très clairement un vaisseau spatial, un sous-marin, un hélicoptère, etc. Et qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est-à-dire que on a dit que c'était du fake, on a dit que c'était du vrai, et puis on a redit que c'était du fake, et puis finalement on a reprouvé que c'était vrai. Alors je t'avouerai qu'aujourd'hui, je suis incapable d'avoir un avis là-dessus. Est-ce que ça a été complètement fabriqué ou pas? Alors déjà, ça se trouve sur quelle colonne, ça? Est-ce que tu peux nous le rappeler? Ça, c'est un cartouche qui se trouve dans le temple de Séti Ier, à Abydos. Et en fait, déjà, premier point, cet objet existe réellement parce que en ce milieu des années 90, c'est bien du côté de Reims aussi, tout ça, avec la revue Sentinelle et tout, le gars qui a fait le site de Gruet-Mouni, un certain Alexandre, eh bien, il était allé en Égypte et il avait ramené sa photo du cartouche de. Oui, mais alors c'était la notion de fake ou pas fake n'était pas sur le fait que c'était un photomontage, mais que justement, selon on va dire les chercheurs, c'est simplement il y a eu des comment dire, c'est un cartouche sur lequel on a réécrit le nom d'un pharaon ou quelque chose comme ça, et puis avec le temps il y a des pièces qui sont tombées et qui ont formé ces figures très surprenantes. Le hasard fait bien les choses. Ouais, mais il faut considérer, c'est ça, que quand même le résultat est là et on peut effectivement voir toute une série d'espèces d'engins de déplacement, de navigation, d'espèces d'hélicoptères, de navettes spatiales même. Donc le fait est que ces objets sont là, quoi, sur le cartouche. On peut voir aussi au milieu là, une sorte d'oiseau qui surmonte une soucoupe. Ça pourrait être troublant. Il faut bien voir aussi que Gruet, à un moment donné, il me semble que c'était d'ailleurs lorsqu'il avait fait sa conférence dans une réunion de Sentinelle. Et c'est là, il me semble, que les deux Guy se sont séparés, quoi. Parce que, enfin, accessoirement, Guy Gruet avait remarqué que effectivement, on pouvait tout à fait concevoir que le dessin d'Abydos montrait non pas des engins d'une technologie très sophistiquée, mais était simplement un assemblage de hiéroglyphes qui existent réellement. Et qu'on pouvait décomposer tout ça sous forme de hiéroglyphes, quoi. Donc c'était entièrement une façon de perception, quoi. On pouvait percevoir, si vraiment on y tenait, quoi, que les engins n'existent pas, ils sont simplement le fruit du hasard. Bon, à un moment donné, je crois qu'il ne sert à rien, quoi, d'essayer de convaincre quelqu'un qui ne veut vraiment pas croire qu'il y a ici un codage de matériel de haute technologie. Hein. Chacun croit ce qu'il veut. Et donc ce cartouche, voilà, c'était moins connu hein, il y a 25 ans. Et donc les deux Guy l'avaient reproduit dans un de leurs livres. D'accord. Oui, c'est vrai que maintenant, c'est une image qui est vraiment passée à la mode, que tout le monde connaît.
Mais c'est clair que dans les années 90, c'était vraiment quelque chose de très, très, très surprenant. Oui, c'est ça. Et puis, si on admet qu'il y a des hiéroglyphes qui indiquent la chaîne électromagnétique, donc cette chaîne sert au final à construire des engins, des véhicules, hein. Donc il y avait quand même une corrélation, quoi. Et est-ce que les Guy étaient venus sur ce terrain, en tout cas cette hypothèse, comme quoi les pyramides finalement étaient des générateurs d'énergie, qu'ils tiraient leur énergie des sources, de la source de la Terre, des sources telluriques, et que la forme pyramidale permettait d'émettre de l'énergie à d'autres récepteurs. Est-ce que c'était un sujet sur lequel ils étaient allés ou pas du tout? Guy Mouni, oui, il m'en avait parlé, quoi. Il m'avait dit que la Grande Pyramide pouvait servir à quelque chose concernant la fusion froide. Là, je me souviens pas vraiment, mais c'est une piste qui l'intéressait, quoi. Donc, il faut voir aussi que lorsque Gruet a quitté le binôme, euh, bon, Mouni aussi a beaucoup perdu parce que il a conservé son raisonnement, une bonne, on va dire, saisie intellectuelle des problèmes. Il voyait les énigmes à droite à gauche, il les reflétait. Il manquait après le travail justement de quelqu'un qui aurait balancé la révélation, quoi, le fait révolutionnaire. D'accord. Alors, Didier, sur l'image suivante, c'est une photo d'une excavation, d'un trou. Alors ça se passe où et qui l'a pris cette photo? Voilà. Alors, ce sont des photos d'un de mes amis Facebook, Michel Pointé. Et donc, Michel est allé sur le plateau de Gizeh et il a photographié le puits de Campbell. Campbell était un colonel qui est associé, pareil, à la mise à jour de certaines choses à Gizeh. Est-ce que c'est le fameux puits que l'on a vu tout à l'heure sur le schéma, qui était donc à la gauche du Sphinx, ou pas du tout? Est-ce que c'est autre chose? Je ne sais pas où se trouve exactement ce puits de Campbell. Et donc, il me semble que c'est Guy Mouni qui s'est baladé sur le plateau. Il y est allé plusieurs fois, hein. Il est allé voir vraiment sur place ce qu'il y avait. Alors que Guy Gruet, à ma connaissance, n'y est jamais allé. Et c'est un fait que si on veut étudier des plans de géométrie, on n'a pas besoin, quoi, de voir concrètement les pyramides. Pardon. Il suffit de réfléchir, quoi, sur des plans. Et donc, Guy Claude avait remarqué que le puits de Campbell comporte une rainure sur un mur. Et donc, il avait pensé, tiens, ça ressemble à un ascenseur. Peut-être que les Égyptiens, à l'époque, utilisaient un ascenseur. Et donc, que par exemple, ils façonnaient les pierres en sous-sol, par exemple avec la technologie du moulage, hein, de Davidovits. Là, ce qui avait beaucoup intéressé aussi Guy Claude, hein, donc le travail de géopolymère. Voilà, et donc après que les pierres aient été coulées en quelque sorte, il suffisait de les remonter par l'ascenseur et elles arrivaient sur le chantier. Et en fait, un ami de Facebook, donc Michel Pointé, eh bien, il a montré ces photos, quoi, à un constructeur d'ascenseur. Et le gars, il lui a dit, ah ben ouais, ça c'est évidemment un ascenseur. Et ce spécialiste était très surpris lorsque Michel lui a révélé que ça se trouvait sur le plateau de Gizeh et que ça avait en fait des milliers d'années. Il était stupéfait. Voilà, c'est un peu une découverte aussi je crois de Mouni, mais peut-être de Gruet aussi, je suis pas sûr. Voilà, qui voyait ici un ascenseur sur le plateau de Gizeh pour descendre en sous-sol. D'accord. On sait ce qu'il y a d'ailleurs en dessous ou... Il y a sûrement des gens qui le savent parce que il y a eu des tas dans l'Antiquité déjà, il y a eu des écrivains, hein, qui ont mentionné des couloirs, des salles dans le sous-sol de Gizeh, hein. Des lampes aussi, des lampes qui s'allumaient toutes seules. D'accord. Image suivante, on retrouve un sapin de Noël, un beau cône.
Qu'est-ce que tu as voulu nous montrer là? Là c'est pareil, un hiéroglyphe qui a particulièrement intéressé Gruet, quoi, c'était le Di, qu'on peut voir en encadré rouge en haut à gauche. Il s'agit finalement d'un triangle et d'un deuxième petit triangle en bas, quoi. Puisque les Égyptiens travaillaient beaucoup de profil, ils montraient les choses de profil. Il était intéressant de voir en le Di, non pas un triangle, mais un cône, enfin deux cônes. Et alors s'en est suivi tout un découpage à partir de la coudée royale égyptienne, hein, avec sa fameuse valeur de 0,5236 mètres, qui vient de spéculations géométriques assez amusantes. Et donc ce cône a été étudié, enfin découpé en 8, etc., quoi. Et là, il y avait plusieurs pages d'une étude sur le Di qui menait en fait à la vitesse de la lumière et à la force antigravitationnelle. Donc ça représentait en fait une audace intellectuelle, quoi. Voilà, et bien sûr, ça pouvait difficilement être compris, bon, à supposer que ce soit fondé, hein. Mais c'est possible, bien sûr, que ça le soit, quoi. Oui, mais surtout, tout ceci est au conditionnel, mais la piste est intéressante. Voilà. Et donc c'est le médium Keyes aussi qui avait dit que la Grande Pyramide avait été construite par l'utilisation d'une technique qui rendait les pierres très légères, et elles pouvaient se déplacer dans l'air par l'antigravité. Alors ce qui est intéressant dans le cartouche là qui est en haut, c'est que ton cône, finalement, il est placé à côté de 3 pièces qu'on a vues tout à l'heure, l'Ankh, le Djed et le Was. Ouais, c'est ça, ouais. Il y aura une signification? Ben, la signification, c'est qu'on a un groupement de ces signes magiques qui se réfèrent justement à de la technique électrique ou électronique. Ils sont groupés ensemble. Puisque le Djed à droite, le pilier, la Djed, ça symbolise en fait une pile avec son empilement de petits compartiments, alors que les piles sont faites, même la pile Volta a été composée de coupelles, de plusieurs coupelles. Et je crois que le Djed aussi, dans sa traduction, il indique la force, puissance et tout ça, quoi, comme s'il était effectivement une source d'énergie. Entendu. C'est-à-dire que Gruet et Mouni aussi ont manifesté des avancées, quoi, vraiment en avance sur leur époque, quoi. Et personne n'a relevé, n'a pris le relais, parce que les gens étaient un peu stupéfaits, quoi. Voilà, il n'y a pas eu de mouvement médiatique suffisant, quoi, qui permettait de faire connaître ça plus que ça a été. Alors, sur la photo suivante, tu vas nous expliquer pourquoi est-ce qu'on passe de Gizeh au plateau de Sidonia, donc avec le fameux visage de Mars. Bien parce que dans ce début des années 90, on parlait beaucoup, en fait, dans les milieux du mystère, comme ça, de l'ésotérisme, on parlait de ce visage martien, là, qui est sur le site de Sidonia Mensae. Donc, sur une photo qui n'était pas un gros plan, sur une photo de la NASA, était apparu comme ça, ce faciès, quoi. Gigantesque, hein, c'est très très grand. Donc, évidemment, Gruet et Mouni, ça les a beaucoup intéressés, parce que ça représentait une énigme, quelque chose de fascinant, quoi, qui avait une portée aussi ça pouvait en fait indiquer énormément de choses, hein, en même temps que des gens comme des auteurs comme Graham Hancock et d'autres aux États-Unis écrivaient des bouquins, hein, sur cette question-là. Mais ils ont réussi à établir une relation entre Gizeh et Sidonia? Sur cette image-là, qu'est-ce qu'on peut voir? J'ai l'impression de reconnaître les couloirs de la Grande Pyramide. C'est-à-dire que à côté du visage, eh bien, il y a des structures qui semblent là. Gruet, il a vu des pyramides, quoi, et il a essayé de reconstituer la géométrie, quoi. Voilà. Et il s'est avéré que cette géométrie avait effectivement des points communs avec la géométrie du plateau de Gizeh.
Oui, c'est surprenant, là sur la gauche, on a vraiment l'impression de voir une pyramide vue de haut. Hein. Donc c'est quelque chose après qui est resté en suspens, quoi. Parce que la NASA est repassée, a refait passer un engin au-dessus, et a repris des photos. Bon, le visage avait quand même plus ou moins disparu. Bon, alors voilà, il est possible aussi que les photos aient été arrangées après, hein, pour qu'on ne voit plus le visage. Alors effectivement, en haute définition, on n'a plus ce système d'ombre qui permettait d'avoir l'œil, le nez, etc. Ça fait une espèce de grosse colline qui est toute lisse. Donc on a le choix entre deux hypothèses. Soit le visage n'a jamais existé, donc il était simplement une illusion d'optique, hein, d'un certain point de vue, avec un certain éclairage, on voyait un visage, on croyait le voir. Il n'a jamais existé. Soit il a vraiment existé. Et quand la NASA s'est aperçue de la bourde d'avoir montré une photo où ce visage apparaissait, il avait disparu sur les autres photos. Ouais. Photo suivante. C'est la couverture d'un magazine qui était sorti, je crois, en 1999, le rapport Cometa, effectivement. Et donc c'était issu de l'armée, hein. Il y avait toute une palette comme ça de généraux qui s'étaient investis dans ce rapport Cometa. Je montre ça parce que c'est, en fait, même si Guy n'y était pas directement mêlé, la personne qui dirigeait le groupe Cometa, c'était le général de l'armée de l'air, Letty. Et à un moment donné, j'avais demandé à Guy s'il le connaissait. Et il m'avait répondu. Il m'a téléphoné la semaine dernière. Donc, c'est-à-dire que lui, il le connaissait bien, puisque s'il lui avait téléphoné la semaine dernière, on peut penser qu'ils avaient l'habitude de se téléphoner. Et donc, dans ce rapport avait beaucoup été créé, étudié par des gens qui appartenaient à l'IHEDN, l'Institut des hautes études de défense nationale. Et Guy Claude avait fondé la section marnaise de l'IHEDN, justement. Voilà, et donc le rapport Cometa reconnaissait que les ovnis sont réels, et qu'ils existent certainement en tant qu'objets, hein, et que l'hypothèse explicative la plus plausible, eh bien, c'était que ce soit des vaisseaux de civilisation extraterrestre qui se baladaient dans nos cieux. Et du coup, quelle était la position de Guy Claude sur le sujet? Est-ce qu'il avait pris une position officielle? Est-ce qu'il en parlait? Voilà, quel était... Bah, je crois que là, on se heurtait en fait aux limites de ce que Guy Claude pouvait dire, à mon avis. C'est-à-dire, il se gardait bien, quoi, de dire oui, bien sûr, les ovnis, tous les boulons sont vraiment là, les extraterrestres arrivent, etc., sont parmi nous. Il ne disait jamais cela, alors qu'en fait, il tournait autour du pot, en quelque sorte. Donc, j'avais toujours effectivement l'impression qu'il ne donnait pas le fond de sa pensée, parce qu'il avait une sorte de devoir de réserve, et qu'il n'avait pas le droit, il ne pouvait pas s'autoriser à dire tout. Voilà. Et je me rappelle que Guy Claude avait dans son appartement, dans son bureau de Sillery, il avait une photo qui montrait, on le voyait posé à côté de Jacques Chirac. Et j'avais demandé à Guy, mais vous le connaissez? Il m'avait dit oui. Bon, quelques mois après, je lui ai redemandé s'il le connaissait. Il m'a dit non. Et je sentais bien qu'il voulait pas en dire plus. Donc il y avait comme ça tout un côté mystérieux aussi de Guy Claude. Il disait certaines choses, il n'en disait pas d'autres. C'est quelqu'un aussi qui allait parfois au Sénat, hein, remettre des décorations. Bon, le premier venu ne fait pas cela. Donc voilà. Ok, donc effectivement, de toute manière, déjà de par son grade d'ancien officier, il devait avoir des relations effectivement dans le gouvernement, dans certains ministères, etc. Voilà, peut-être qu'il a rencontré Jacques Chirac à une époque de sa vie, et puis s'il faisait partie de, je ne sais plus comment tu as appelé ces fameux services secrets de l'époque, voilà, il y a peut-être des choses qu'il ne voulait pas révéler, même à ses amis. Oui, exactement. Oui. Mais
C'était un petit peu sous-jacent quoi, dans son travail d'écrivain et de chercheur. C'est-à-dire qu'en fait, il avait vraiment le désir, quoi, un désir pur de partager avec les gens intéressés, de mettre à disposition une réflexion qui était la sienne. Il cherchait en fait le grand mystère du vivant, le mystère de la vie. Voilà, et donc il se mettait à la portée des gens et il essayait de les emmener dans des causeries, dans un discussionnel, à changer de paysage, quoi, s'ouvrir à autre chose. Alors par contre, toi, à aucun moment, tu n'as ressenti de duplicité en lui, parce que tu sais, le problème c'est dès qu'on affiche une ancienne appartenance à l'armée ou au gouvernement, etc., on a forcément une étiquette de peut-être d'agent infiltré. Voilà. Est-ce toi, de ton propre ressenti, de l'expérience que tu as eue avec lui, est-ce que tu as ressenti une duplicité ou est-ce que tu penses qu'il était vraiment sincère dans sa démarche de chercheur? Justement, ce qui était intéressant avec lui, c'est que on a rapidement branché, quoi, sur un plan amical, une relation du genre père-fils, quoi. Je venais de perdre mon père quelques années avant, j'étais un petit peu perdu dans la vie. Guy ne l'était absolument pas. Et justement, on a connecté dans une relation très très pure, quoi. On se comprenait très très bien. Et là, je lui avais dit, si j'avais senti... alors, parce que je lui disais souvent vous, en fait. Il y avait dans le vous un respect, quoi, qui me convenait bien, qui nous convenait bien. La plupart du temps, on s'est vous voyez. Et je lui disais, si j'avais ressenti de votre part quelque chose de négatif, de bas, de manipulateur, je vous aurais abandonné, quoi, depuis longtemps. Voilà, et ça fait on a correspondu, on s'est vu pendant une quinzaine d'années. Il y a, il y a, ça nous arrivait en fait de nous fâcher, quoi, d'arriver à des brouilles, mais ça se réconciliait très, très, très rapidement. Et donc j'avais pas du tout l'impression, quoi, d'un ancien de l'armée ou d'un service machin qui essayait de m'embobiner, quoi. Je pensais à quelqu'un au contraire qui essayait de faire de son mieux pour essayer de partager certaines connaissances et certaines réflexions. Et je savais aussi que pour lui, l'amour, quoi, l'amour, la fraternité, c'était quelque chose d'important, quoi, et qu'en fait, il essayait toujours d'estimer son prochain, quoi. Mm. Et je suppose qu'il suivait du coup tes travaux. Quel regard est-ce qu'il avait sur tes propres découvertes? Alors, c'est justement là, forcément, je partageais avec lui mes découvertes, qui n'étaient pas complètes à l'époque, hein, sur le secret de François Ier. Et là, je voyais qu'il nous voyait quand même, parce que c'est vraiment l'impression que j'avais, quoi. Parce que il disait, voilà, il rapportait dans certains livres, Didier Colac s'intéresse beaucoup à Chambord, à ceci, cela. Il a discerné par une enquête approfondie euh, certaines choses. Il y a manifestement un codage. Et d'un seul coup, il écrivait, mais contrairement à ce que croit Didier, il n'est pas certain que François Ier et son équipe et ses hommes euh, consciemment codaient les choses. Tu vois, donc d'un seul coup, il se défaussait. Il disait une chose un petit peu absurde, quoi, qui ne collait pas avec ce qu'il avait dit avant. C'est-à-dire que le château de Chambord aurait été codé sans que les constructeurs s'en rendent compte. Ça ne tient pas, quoi. Et voilà, là je me disais, il sait en fait d'une autre source que moi, il sait que c'est vrai, ce codage existe bien, mais il n'a pas l'autorisation, quoi. Il n'a pas le droit de le dire, d'en parler. Et il s'arrêtait à une certaine ligne qu'il ne franchissait pas. Voilà. Et aussi également, donc on avait fait une émission tous les deux il y a quelque temps. On aboutissait à l'idée que l'Arche d'Alliance était cachée dans un petit village de Feigneux, quoi. Et je me souviens de la mauvaise grâce de Guy à retenir le mot feigneux, quoi. Alors c'était peut-être moi qui interprétait, remarque, mais il était quoi? Il disait oui quoi, festieux, figneux, quoi déjà? Tu vois, comme quelqu'un qui saurait très bien justement que c'est réel, mais qui ne peut pas, quoi, le reconnaître.
Donc, qui commençait un peu à louvoyer, mais amicalement, quoi. Comme s'il savait des choses qu'il effectivement n'avait pas le droit de révéler, choses qu'il a peut-être en définitive découvertes au fil de ses propres recherches et qui l'ont amené après à se taire. Il me semble en fait que c'est qu'on avait dû lui dire qu'il avait dû être initié, tu vois, à quelque chose. Il avait dû rentrer dans un cercle initiatique dans lequel on lui a appris, pardon, certaines choses. Mais en lui disant en même temps, tu n'en parleras pas. Il y a interdiction formelle de le dévoiler à l'extérieur. Alors la question que se pose tout le monde, forcément quand tu dis ça, tout le monde va penser au franc-maçon. Est-ce qu'il a été initié franc-maçon? Il avait été franc-maçon, ouais, il a fréquenté les francs-maçons, il a été jusqu'à un niveau assez élevé. Et puis là, il disait en tout cas qu'il en avait eu marre, quoi. Il avait quitté parce que bon, c'était bien gentil, mais bon, qu'il s'ennuyait, quoi, qu'il ne trouvait pas là vraiment sa satisfaction. Parce que dans tous ces sujets-là, quoi, il est difficile. Moi, personnellement, quoi, j'ai rencontré Guy, bon, j'ai découvert dans les monuments de François Ier la trace d'un code très précis. Il peut m'arriver d'avoir deviné, en tout cas, je l'estime ainsi, certaines choses. C'est pas toujours simple de le restituer nickel, franco de port, parce que on sait qu'on touche à des choses rares, quoi, que certaines choses, que certaines personnes connaissent. Donc on peut avoir peur, on peut se dire mince, je vais pas tout balancer. Ou là là, on peut aussi se dire voilà, enfin c'est délicat, quoi. Là, cette réflexion me vient, quoi. Non, moi je comprends bien. Voilà, je conserve souvent dans ce que je dis une part que je laisse dans l'ombre, quoi. Mm -mm. Parce que Non, simplement, ça me fait peur, quoi, en fait. bien sûr, faut avoir une part de retenue et de prudence, on est bien d'accord. Allez, on va revenir aux dernières diapos que tu m'as envoyées. Alors celle-ci, il s'agit d'un cas d'ufologie. Ça s'est passé en 1967 à Marlien. On a trouvé dans un champ une trace par terre, quoi, sur une trentaine de mètres carrés. Il y avait des marques par terre. Donc on n'a pas vu d'ovni, hein. On n'a pas vu d'ovni, mais la gendarmerie est arrivée suffisamment vite pour relever précisément les traces par terre. Et donc il n'y avait pas de ligne, hein. C'était pas non plus une étoile de mer, c'était des points. Et ça a beaucoup intéressé en fait Gruet, qui est parti de là et qui a retrouvé dans cette géométrie, en quelque sorte, des traces de Marlien. Il a retrouvé quelque chose de la géométrie de Gizeh, qui est dans les pyramides. Comme s'il y avait en fait un point commun, quoi, une origine commune. Est-ce que ça, c'est pas un peu too much? Tu vois, est-ce que c'est pas un peu, à un moment donné, vouloir faire correspondre tout à sa théorie? Peut-être, peut-être. J'ai pas étudié hein, la chose, donc je sais pas du tout, mais... En quelque sorte, c'est vraiment dommage que personne ne soit reparti de la géométrie développée par Gruet, parce qu'il y en avait vraiment beaucoup, quoi, et des choses intéressantes, très très diversifiées, très. Et puis c'est ça, il aurait fallu que ce que lui reconnaissait d'ailleurs, que des gens vérifient, repassent derrière lui et vérifient les choses pour confirmer ou alors dire tiens là ça marche pas très bien, etc. C'est vraiment dommage que personne ne l'ait fait. Bah écoute, peut-être que cette émission va donner des vocations à des personnes qui vont découvrir effectivement les travaux de Guy, et puis pourquoi pas repartir en faisant table rase. Pourquoi pas, ouais. Le problème, c'est que la masse des gens, quoi, en fait, est conditionnée par les grands médias, les scientifiques diplômés, les magazines et tout, ce qu'ils soient de la télé ou de papier. Et donc, la plupart des gens ont du mal à d'un seul coup s'émanciper
et s'intéresser à quelque chose qui n'est pas très connu. Donc quand quelqu'un fait quelque chose comme ça, un peu d'avant-garde, qui sort vraiment de l'ordinaire, ça laisse perplexe la majorité des gens. Et voilà, c'est bien dommage. Alors là, alors ça c'est quoi? Oui, je voulais montrer cette feuille parce que c'était le papier à lettres de Guy Claude. Et donc on peut voir que la majeure partie de la surface de la feuille était occupé avec bon, sa photo, ses médailles qu'il avait. Il était commandeur dans l'ordre du mérite. Il y avait la médaille de la ville de Paris, de la ville de Reims, etc. Quoi. Et donc, ça faisait quand même en mettre plein la vue. Quoi. Mais bon, c'était marrant aussi. Quoi. Il avait d'ailleurs il avait le second degré hein, pour le percevoir. Hein. Voilà. Et donc, j'avais ça dans ce courrier, quoi. Oui, etc. Il me disait, oui, la géométrie ici, elle est bonne. La géométrie, Gruet et moi, on a découvert que j'ai induite et que Gruet ensuite a mis en forme. Elle est effectivement réelle, voilà. D'accord. Et donc il a écrit après sa rupture avec Gruet. Donc il n'était plus d'accord. Il y a eu un clash, quoi. Bon, on peut passer sur les détails. C'est humain, ça peut arriver quoi, entre deux personnes qui travaillent ensemble de façon très proche. Ça arrive, comme malheureusement les amitiés, les relations cassent. Et là, ça s'était pas remis, quoi. Et voilà, Guy avait ensuite fait des bouquins seuls, notamment celui-ci, quoi, avec Gérard Demarque, Veille numérique et Carré magique. Gérard Demarque était quelqu'un, il est très certainement toujours vivant. C'était un professeur de paléontologie dans une université française, de géologie, je crois. J'ai noté sur mon pense-bête. Et Demarque s'était intéressé aussi au secret de François Ier, ça l'avait vraiment passionné également. Quoi. Voilà, et oui, c'était un professeur de géologie, paléobiologie. Et donc ils ont travaillé ensemble tous les deux pour créer ce bouquin. D'accord. Et qu'est-ce qui ressort de ce livre? Tu as eu l'occasion de le lire? Il y a pas mal de spéculations quoi, sur les nombres. C'est difficile à décrire parce que tout ce que faisait Guy, en fait, il le rapportait à son propre axe de recherche, de réflexion. Et donc il avait embarqué Demarque dans cette histoire-là. Voilà quoi. Donc beaucoup de spéculations sur les carrés, sur les nombres. Et par la suite, Guy Claude a prolongé ce travail quoi, avec les nouvelles découvertes sur le carré magique. D'accord. Le dernier ouvrage de Guy Claude, quel est-il? Alors là, tu me poses une colle. Je ne sais pas exactement quel était le dernier. Bon, il avait notamment, il a écrit celui-ci hein, sur le champagne, le monde du champagne. Il avait été secrétaire général d'une grande maison de champagne, Bessera de Belfond. Après, il a bossé chez deux. Bah, après, il a bossé chez De Venoge. Donc, il racontait ses souvenirs, le champagne. Il y a des photos où il pose avec des vedettes du showbiz. Dans son bureau, il avait une photo de Claude François. Parce que Claude François était venu visiter les caves. Donc Guy en profitait à ce moment-là pour prendre des photos. Oui, voilà, vas-y. Il y a eu celui-ci, la symbolique des dieux. Donc c'était entièrement un travail de Guy Claude. Privé de Gruet, il continuait sa réflexion. Voilà, et malheureusement, c'est un peu dommage que bon, la rupture étant faite, Gruet n'a rien pu publier seul. Il a apparemment tout stoppé. Et Guy Claude continuait de réfléchir, de collecter des indices, mais il lui manquait des révélations, quoi, très certainement. Alors ce livre-là est sorti en 99 aux éditions Cheminement. Il y a aussi un livre dont je ne montrerai pas la couverture, c'était un livre érotique. Pourquoi tu veux pas montrer la couverture? Parce que c'était un livre que Guy a signé sous un pseudonyme.
Donc, je D'accord. garderai la couverture secrète. Donc, c'est assez amusant parce qu'il mélangeait investigation érotique et puis investigation philosophique. D'accord. Il ramenait tout, en fait, tout ce qu'il expérimentait dans la vie, ça le ramenait à sa grande quête du pourquoi, la vie sur Terre, etc., quoi. Hmm. Alors là, tu sais que t'as énervé tout le monde. Ils vont tous essayer de chercher quel était le livre érotique de Guy, hein. Je suis sûr qu'on va l'avoir dans les commentaires. Alors, parce que je ne voudrais pas désacraliser le personnage de Guy Claude. Euh, et en fait, s'il avait tenu là à prendre un pseudo, bon, c'est quand même voilà, je voudrais pas le mettre en mémoire de lui. Mais oui, mais je crois que les plus grands écrivains ont tous signé sous pseudonyme sur des livres érotiques. Ce serait pas le premier en tout cas. Alors, je crois que ces deux derniers ouvrages s'intitulaient Les Mystères du Temps. Voilà, les mystères du temps, tome 1. Je l'ai ici, bien sûr. Des pyramides à Mars, c'était le sous-titre. Donc en fait, D'accord. Donc, il essayait, il ne cherchait pas du tout à faire des révélations. Et à mon avis, à mon humble avis, parce que il ne pouvait pas en faire, il n'avait pas le droit d'en faire. Il cherchait à emmener le lectorat dans une certaine réflexion, quoi, dans un cheminement de questionnement. Voilà. ok, donc là, ces deux volumes sont sortis en 2005 et 2006 aux éditions Les Trois Spirales. Finalement, ils sont sortis juste un an avant son décès à Guy. Alors, pour toi, en quelques minutes, si on arrive à la fin de notre entretien, déjà, qu'est-ce que pour toi, Guy aura laissé aux nouvelles générations? Donc, en fait, l'essentiel de son œuvre, même s'il aurait eu du mal, lui, à le reconnaître, ça s'est vraiment fait avec Guy Gruet, quoi. Parce que là, ils avaient une complémentarité exceptionnelle. Et dans les premiers livres publiés en duo, quoi, il y a vraiment des révélations, quoi, sur la géométrie du plateau de Gizeh, sur des salles qui n'ont pas encore été découvertes, et sur par la suite, que contiennent ces salles-là, à savoir un matériel électromagnétique probable, hein, qui serait caché sous le plateau de Gizeh, et aussi dans la petite pyramide qui est près du Sphinx. Là c'est vraiment important parce que soit l'avenir démentira ça, et on ne retrouvera jamais rien, mais le plus probable, à mon avis, c'est que ça corrobore, et que quand les temps seront mûrs, eh bien, voilà, on fera certaines découvertes tout à fait révolutionnaires sous les pyramides, à côté du Sphinx, voilà, et les travaux des deux Guy seront corroborés. Est-ce que du coup, tu trouves que aujourd'hui, ils ont la reconnaissance qu'ils méritent? Non, ils ne l'ont pas. C'est typiquement le genre d'œuvre qui a été très forte, en décalage avec l'époque, en quelque sorte, qui a concerné quand même des milliers de gens, hein. Les premiers bouquins se vendaient aux éditions du Rocher, hein. Donc ils balançaient, ils allaient en conférence à droite à gauche, hein. Ils n'arrêtaient pas, quoi. Guy était sur la brèche sans arrêt, hein, pour faire connaître ses découvertes, pour écrire. Donc ils auront la reconnaissance qu'ils méritent dans le futur, lorsque certaines découvertes seront faites sous le plateau de Gizeh. Voilà. Et, si tout se passe bien, si c'est vérifié, voilà, on ressortira les bouquins et on dira, bah tiens, les deux Français, les deux chercheurs français avaient bien découvert ça. Et donc ce n'était pas si ridicule que ça, ils avaient bien raison, en total décalage avec les gens diplômés de leur époque. Allez, dernière question, Didier. Si toi, à titre personnel, tu devais retenir qu'une seule chose de ton père spirituel, finalement, hein, c'est comme cela que tu l'as décrit, quelle serait-elle? Euh, je sais pas. Bien, je retiendrai que à cette époque de ma vie, j'avais 32 ans au début, j'ai rencontré Guy, et ça a été une rencontre très très forte, quoi. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé. Il m'a aidé à me structurer. Il m'a montré une image d'homme, de père, quoi, qui était
valorisant. Guy était quelqu'un de rayonnant, de charismatique. Et c'était quelqu'un qui avait réussi sa vie sociale. Et tu penses que si tu n'avais pas eu cette rencontre avec Guy, tu aurais eu un tout autre parcours, tu n'aurais pas fait les recherches que tu as faites, tu n'en serais pas là aujourd'hui? Si, quand même, parce que, en fait, Guy ne m'a pas apporté les découvertes sur le secret de François Ier. Hein, ça venait vraiment de moi. Et je le partageais avec lui. Okay. Et il m'a apporté principalement sur le plan humain, quoi. C'était une rencontre très très forte et structurante, quand même. Oui, c'est sur un plan personnel plus que sur un... personnel. On a passé des heures et des heures à se voir. Enfin, ça n'en finissait pas. On discutait, on s'écrivait sur ce qu'on découvrait chacun de notre côté. Il m'expliquait ce qu'il faisait et c'est important, quoi, d'avoir un ami qui est solide, quoi, qui est rassurant. C'est important. D'accord. Bon, bah, écoute, en tout cas, nous, ça nous a fait plaisir que tu viennes parler de Guy Mouni ce soir avec nous. Je pense que pour la plupart, c'est un personnage qu'on découvre et qu'on découvre avec plaisir. Et je t'avouerai que dès qu'on va raccrocher, je vais me précipiter sur Internet pour voir les livres qui peuvent être achetés de Guy Mouni et de Guy Gruet. J'en profite aussi pour saluer Guy Gruet s'il nous regarde. Voilà, chapeau en tout cas le travail qu'ils ont fait à une époque. Je pense que c'était vraiment important cette collaboration. Et puis voilà, si vous vous intéressez à tous ces sujets-là, si vous voulez en savoir un peu plus sur Didier Qualac et ses travaux, vous pouvez le retrouver dans 2 rencontres hors du commun que nous avons faites l'année dernière sur François Ier et sur l'héritage des rois. Et puis Didier, nous on aura le plaisir de te retrouver dès que tu le souhaites pour nous parler d'un nouveau sujet si tu veux. C'est très sympa de m'inviter, Antoine. C'est vrai que cette émission sur Guy, j'ai essayé de la faire au mieux possible. J'ai certainement pas parlé parfaitement de lui, mais c'est avec le deuxième Guy, le deuxième ou le premier, les 2 Guy, méritait vraiment qu'on reparle d'eux, quoi, de par ce travail exceptionnel qui a été fait dans la première partie des années 90 et qui ricochera très certainement dans le futur. Voilà. Eh bien, merci pour tout Didier, et puis je te dis à très bientôt. Allez, ciao ciao. À bientôt Antoine.